Mes bien chers frères et sœurs ludistes, bienvenue dans ce nouveau suivi du menu crowdfunding, l'émission dans laquelle je passe en revue les projets qui s'apprêtent à se terminer sur Kickstarter, GameFound et compagnie. Cette semaine, 2 annulations et une douzaine de projets qui s'apprêtent à se terminer, qui rentrent un peu dans la dernière ligne droite de campagne. Pour ce qui est des 2 annulations, ça va être assez rapide. Il s'agit de The Adventures of Dex Dixon, qui a été annulé le 21, donc bon, en fait, il a été annulé, le jour où j'ai enregistré le suivi précédent, mais l'enregistrement était déjà terminé, donc j'avais la flemme de remonter le tout. Donc voilà, c'est un petit peu avec du retard que je vous annonce l'annulation de The Adventures of Dex Dixon. J'imagine qu'on le reverra assez rapidement du côté de chez Kickstarter, à mon avis. Je sais pas, il n'y a pas de news apparemment concernant directement le... Ah si, peut-être bien. C'est pas sur cette news-là, c'est sur la celle d'en dessous, hein. This isn't goodbye. Donc ça voudrait bien dire qu'on aura une nouvelle campagne à terme pour Dex Dixon, certainement sur Kickstarter à nouveau, j'imagine. Ils remettent comment dirais-je, leur mea culpa vis-à-vis de certaines choses qu'ils ont mal gérées dans la campagne, ok. Donc là, on s'en fout un petit peu. À vrai dire, on voudrait plutôt savoir quand est-ce que vous allez revenir, si jamais vous revenez. Bah écoutez, je vois pas de date, enfin comme ça, en lisant un petit peu en diagonale, je ne vois pas de date, mais de toute façon, je pense qu'on les reverra assez rapidement sur Kickstarter après qu'ils aient revu un petit peu leur copie. Autre annulation cette semaine, un petit peu plus dommage selon moi, parce que c'est un jeu qui m'attirait un petit peu plus, peut-être pas suffisamment pour aller le backer, mais quand même. Il s'agit de Crystal Age qui a annulé le 24 février, donc il y a 5 jours environ. Un jeu qui était assez intéressant, que j'avais présenté assez récemment dans le menu crowdfunding, et qui lui aussi malheureusement n'a pas su trouver un accueil suffisamment chaleureux, on va dire, hein. Il restait très peu d'argent à accumuler avant d'atteindre le seuil de financement. Il l'aurait atteint sans aucun problème pour être tout à fait net, mais le résultat aurait été assez décevant, soyons honnêtes. 356 contributeurs, c'était quand même assez léger pour ce projet espagnol qui, en plus, pour l'éditeur de Gravita Games, jouissait déjà d'une belle réussite via leur premier jeu qui s'appelait Sanctorum, si je me souviens bien. Donc du coup, ils espéraient certainement faire bien mieux et ils ont décidé d'annuler avant de revenir, j'imagine. On va savoir ça assez rapidement. We will relaunch soon, oui. Donc il y aura bien une nouvelle tentative de campagne. Alors quand précisément pour l'instant, ma foi, je ne vois pas de date là encore, mais ils disent soon. Donc soon, a priori, c'est dans pas longtemps. Donc on pourrait se dire que dans les semaines ou dans les mois à venir, on aura certainement une nouvelle tentative pour Crystal Age. Voilà pour les 2 projets annulés de cette semaine. Maintenant, on passe directement à la douzaine, quinzaine de projets qui s'apprêtent à se terminer. Présenté le 5 février dernier dans le menu crowdfunding, Fork, un petit jeu sur la chaîne alimentaire à base de jeux de plis, a rempli son objectif assez largement, 491 contributeurs au moment où j'enregistre cette vidéo, 20 000 € d'engrangés, 43 heures avant la fin de la campagne, moins 24 environ, et vous aurez les heures restantes lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube, si tant est que vous la voyez juste après sa publication, ce qui n'est pas forcément garanti. Quoi qu'il en soit, c'est pour 2 à 6 joueurs, pour 8 ans et plus, et pour 20 minutes la partie, avec des illustrations assez choupies, mais qui vont pas non plus casser un tronc, voilà. Ça change un petit peu des animaux avec 3 pattes. Quoi qu'il en soit. Pour le reste, en termes de, comment dirais-je, de stretch goals, on en a eu quelques-uns, majoritairement du visuel, avec un petit token pour marquer le joueur actuellement actif, avec aussi un petit sticker, histoire de dire, voilà, des petites aides de jeu, des petits, comment dirais-je, des pins en enamel, voilà. Mais il y a aussi un petit peu d'ajout en termes de gameplay, puisqu'on aura une petite extension de putois. Donc là, s'ils intègrent Pépé le putois dans le jeu, je suis vendu. Voilà, je le prendrai pas quand même, parce qu'il faut pas déconner, hein, c'est pas un jeu qui m'attire outre mesure, mais quand même, j'adore l'idée. Avoir Pépé le putois dans un jeu, je signe. Ensuite, pour le reste, il y aura aussi apparemment un nouvel add-on, donc attention, un stretch goals qui ajoute un add-on, ça veut dire que ce sera inclus dans votre pledge, il faudra l'acheter en plus potentiellement, donc bon, c'est un modèle de stretch goals que j'apprécie toujours aussi peu, mais bon, ils l'ont choisi de l'appliquer encore une fois. Voilà pour ce qui est pour l'instant des stretch goals débloqués en l'état. Certainement qu'on en aura encore 1, 2, 3 par la suite d'ici la fin de la campagne, en tout cas on peut l'espérer. Voilà donc pour ce qui est de Fork, 491 contributeurs, on devrait certainement aller chercher les 550, voire même peut-être 600, ce qui est pas si mal pour un premier projet, non pas du tout premier projet, excusez-moi, je me suis trompé j'ai mélangé avec un autre porteur des projets dont je vais parler cette semaine. Quoi qu'il en soit, c'est un résultat plutôt positif pour Fork. Toujours présenté dans le menu crowdfunding du 5 février dernier, un jeu avec une version francophone en PDF en tout cas, qui n'a pas forcément su mettre la balle dans le trou.
Voilà, jeu de mots un peu naze, mais il fallait bien la sortir hein, au bout d'un moment. Mini Golf Designer qui revenait donc avec une nouvelle extension intitulée Mini Golf Empire, un jeu qui donc a une version PDF qui jouit d'une plutôt belle réputation sur BGG, les retours sont très bons, mais c'est toujours aussi vilain, hein, c'est quand même assez moche, soyons honnêtes. Et en même temps le logo de l'éditeur est assez moche aussi. 370 contributeurs pour l'instant, 47 heures avant la fin de la campagne, 17 000 € d'engrangés. Alors je vous dis que c'est un petit peu raté dans le sens où ils n'ont pas réussi justement à mettre la belle dans le trou, parce que bon, 370 contributeurs, certes c'est pas ridicule en soi, mais c'est pas très concluant si l'on s'en tient au résultat de la campagne précédente pour Minigolf, qui avait fait 730 contributeurs il y a quelques temps déjà pour le jeu de base, et du coup actuellement on est à la moitié de ça, à 47 heures de la fin de la campagne. Ah, c'est pas super bon signe. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez éventuellement. Je sais qu'il y a eu quelques personnes dans les commentaires qui disaient que le jeu était très bon. Je crois qu'il y avait une personne qui l'avait testé ou qui l'avait chez lui. Est-ce que c'est suffisant pour éventuellement vous intéresser, sachant que le jeu est quand même assez moche, hein, reconnaissons-le. Y avait-il des stretch goals d'ailleurs dans ce jeu? Oui, il y en avait. Alors oui, on vous fournit un crayon de papier, et ben ça nous en fait une belle. Ensuite, on aura aussi des nouvelles cartes de, de terrain. On aura aussi des dés supplémentaires apparemment avec un petit peu de customisé par dessus, ça c'est plutôt sympa, à voir si c'est déjà atteint, je crois que c'est déjà atteint oui, et peut-être qu'on en aura encore quelques autres par la suite, mais ça reste à confirmer. Voilà pour ce qui est de Mini Golf Designer, Mini Golf Empire Extension, donc pour ceux qui seraient intéressés, allez donc consulter le menu crowdfunding du 5 février dernier. Présenté le 19 février dernier dans le menu crowdfunding, Shark, c'est un jeu avec des requins, voilà. Tout à l'heure on parlait de chaîne alimentaire, c'est un petit peu le même principe puisque vous allez donc bouffer des poissons, mais pas seulement, vous allez aussi bouffer des parils parce que quand vous êtes un requin, vous êtes un peu débile, voilà. En tout cas c'est le message que fait passer le jeu. Quoi qu'il en soit en l'état, 130 contributeurs, c'est donc financé avec 8000 € d'engrangés sur... Ah non, c'est pas encore financé, excusez-moi, je disais une connerie pour changer. Il reste un petit peu de temps ceci dit, donc ça devrait largement suffire puisqu'il manque en l'état moins de 300 € pour atteindre le seuil de financement. À 48 heures de la fin de la campagne, ça va se faire pour un jeu à la direction artistique un petit peu bof, hein, pour être tout à fait honnête, mais bon, c'est un jeu très familial, ça devrait pouvoir satisfaire les plus petits. Voilà, ma foi, c'est à peu près tout, il n'y a pas grand chose à dire de plus, puisqu'il n'y avait pas de stretch goals vraiment très intéressants, il y en avait quelques-uns ici, mais qui ne méritent pas tellement qu'on s'attarde sur eux. Voilà pour Sharks, qui s'apprête donc à se terminer lui aussi. Bon, celui-ci, si vous l'avez vu passer plusieurs fois dans la chaîne, hein, sur le menu, puis sur le suivi de la semaine dernière, je suis obligé de le faire, un comique de répétition oblige. Geronimo! Voilà, vous avez encore perdu un tympan? C'est pour moi, c'est gratos. Geronimo, 314 contributeurs, près de 10 000 € d'engrangés, 52 heures avant la fin de la campagne, c'est donc largement financé, c'est toujours pour 8 ans et plus, pour 5 à 20 minutes la partie, pour 2 à 4 joueurs, et comme ce petit logo l'indique si subtilement, eh bien il s'agit d'être le premier de ces petits, comment ça s'appelait, des lemmings, voilà, les premiers lemmings à tomber de la table, qui l'emportent, puisqu'en fait vous allez avoir une petite piste de cartes qui va se dessiner sur la table, et en fait vous êtes avec votre petit lemmings secret, parce que c'est un jeu à identité secrète, vous aurez à cœur de mener votre lemmings vers la fin, le bout de la table, et le faire tomber pour qu'il se suicide comme un connard. Voilà, pour ce qui est de Geronimo, ça a l'air d'être assez fun, bon c'est pas ma cam sur le principe, mais j'aime bien le côté très déjanté en termes de thématique, de direction artistique, bref c'est assez fun, mais c'est pas pour moi. Voilà pour Geronimo, 314 contributeurs, 52 heures à la fin de la campagne, et je me rends compte que j'ai oublié de les checker les stretch goals, ce que je vais faire donc directement devant vous. Alors on a donc une extension pour un 5e joueur qui a été débloqué, on aura ensuite des cartes de pièges qui seront tendues sur le long de la piste désormais, alors que ce n'était pas le cas avant. Ensuite, upgrade de boîte qui sera désormais une boîte en métal plutôt qu'une boîte en carton, c'est plutôt sympa. Et puis ma foi, pour l'instant, c'est tout. Est-ce qu'on en aura d'autres par la suite? Je ne suis pas en mesure de vous le dire, puisque pour l'instant, ce sont les seuls qui ont été dévoilés, mais peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite, je ne sais pas encore. Voilà donc pour, dernière fois, Geronimo! On part tout de suite à la recherche de légendaires escargots hippopotames de Tanzanie péruvienne avec The Search for Lost Species, j'étais parti sur un of alors que c'était un for, qui a été présenté dans le menu crowdfunding du 5 février dernier, lui aussi. Le nouveau projet de Renegade Games, qui fait plutôt de beaux résultats en règle générale, et qui a pour l'instant dépassé les 2000 contributeurs, 53 heures avant la fin de la campagne. La campagne d'ailleurs se porte plutôt bien, parce qu'on est actuellement à 120 000 € approximativement de financement. Le jeu est donc largement financé, le seuil de financement placé
très très bas pour un éditeur comme Renegade Games, on n'y croit pas 2 minutes, bien évidemment, mais c'est l'accoutumée hein, sur Kickstarter, rien de très surprenant à ce niveau-là. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, dans la présentation du 5 février dernier, mais également la semaine dernière, quand on en avait déjà parlé un petit peu dans le suivi du mini crowdfunding, pardon, je parle trop vite ce soir. Eh bien c'est un jeu qui reprend le concept et les mécanismes de base de Search for Planet X, mais avec une refonte, une remodélisation en termes de thématique, où là on part sur une île déserte et on doit chercher une espèce bien précise sur cette fameuse île luxuriante. Voilà, au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent, puisque dans la campagne, ma foi, c'est un jeu qui de toute façon trouvera son chemin vers les boutiques. Là-dessus, on ne se fait pas trop de soucis. Il y aura forcément, enfin forcément peut-être pas, mais probablement en tout cas, une version francophone à terme, comme il y en avait une pour Search for Planet X. On ne se fait pas trop de soucis à ce niveau-là. Et donc, qui dit jeu qui va trouver directement son chemin vers les boutiques, dit pas tellement de stretch goals ou d'exclusivité à se mettre sous la dent. Donc, bon, on va pouvoir passer directement au projet suivant sans s'attarder plus que ça sur Search for the Lost Species. 53 heures avant la fin de la campagne, 2066 contributeurs, 116 000 € d'engrangés. La semaine dernière, sur 10 Tricks, certaines personnes dans les commentaires se sont plaints à demi-mot hein, que je faisais un jeu de mots un peu grivois entre 10 Tricks et le tantrisme, mais j'y peux rien s'il s'agit d'un jeu dans lequel vous devez mettre des barres dans des trous pour les compléter, pour les remplir si je puis dire. Voilà, j'y suis pour rien. Quoi qu'il en soit, 10 Tricks, c'était également un projet présenté dans le menu crowdfunding du 5 février dernier, et qui avait, en plus de ça, vous le voyez, une version francophone via un PDF, puisqu'en fait, il n'y a pas de texte sur les cartes véritablement. C'est un jeu de Tetris, en réalité, hein, un jeu de Tetris avec une thématique un petit peu plus moderne, voire même plutôt futuriste, en réalité, puisque ça se place en 2054, même si, concrètement, le thème n'a aucun rapport avec le gameplay, enfin, c'est vraiment purement une thème plaqué, en fait, ça n'a aucun intérêt. Mais le jeu lui-même est plutôt sympa, en tout cas, visuellement, ça rend plutôt bien. Et puis pour tous les amateurs de Tetris, avec des petites missions, avec des petits pouvoirs uniques qui peuvent se débloquer en fonction de vos compétences et de vos accomplissements au cours de la partie, ça peut être assez marrant ma foi. Ça me rappelle un petit peu Bullet, qui est sorti récemment chez Matago, mais peut-être un petit peu moins original malgré tout. Quoi qu'il en soit, c'était le premier projet, non, deuxième projet pour Alliance Games, et pour l'instant, ça se solde plutôt sur un beau résultat, avec 520 contributeurs, 55 heures avant la fin de la campagne, et près de 20 000 € d'engrangés, qu'on devrait déjà de façon atteindre, je pense, d'ici la fin de la campagne, puisqu'on ira certainement aller chercher 650 contributeurs, je pense, d'ici là. Pour ce qui est des stretch goals, essayons de retrouver ça assez rapidement, et c'était là, voilà ça. Donc le jeu est financé, ensuite on aura des plateaux double face avec des designs asymétriques, ça c'est plutôt sympa pour la rejouabilité. Ensuite, on aura aussi un petit insert en plastique. Alors, c'est pas du game trace, certes, mais ça a l'air de faire le job, et ça, c'est plutôt cool pour ranger les pièces et les réinstaller beaucoup plus rapidement, c'est toujours agréable. Ensuite, encore des plateaux double face avec encore une fois des designs de départ asymétriques, encore plus de rejouabilité. Ensuite, 12 000 €, on a débloqué aussi des pièces, des éléments en carton qui seront un petit peu épaissis, puisque ça passera de 1,2 à 1,5 mm, donc un petit peu de deluxification, on va dire. Encore des tableaux de double face. Ensuite, on a aussi des tableaux double épaisseur, cette fois-ci, pour aller stocker les petits pouvoirs sur le côté que vous voyez ici. Donc un petit peu de deluxification supplémentaire avec en plus de ça une épaisseur revue à la hausse également, même chose que tout à l'heure avec les plateaux double face. Ensuite les cartes également auront un petit upgrade en termes d'épaisseur, donc encore de meilleure qualité, donc c'est essentiellement, vous le voyez, de la deluxification, enfin de la deluxification même pas en fait, mais c'est de l'amélioration de matériel on va dire. Également un petit sac pour aller stocker toutes les tuiles. Voilà, en l'état c'est tout ce qu'on a débloqué, on aura peut-être d'autres petits trucs à débloquer d'ici la fin de la campagne. C'est tout pour 10 Tricks, qui pour l'instant fait plutôt un beau résultat, avec 520 contributeurs et environ 20 millions de rangées, 55 heures avant la fin de la campagne. Autre jeu présenté dans le menu crowdfunding du 5 février dernier pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus, il s'agit de Alinthia, le premier projet de Exploded Games. Pour l'instant, bon, ça y est, c'est financé, avec 450 contributeurs, 25 000 € d'engrangés approximativement. Il a fallu un petit peu de temps pour que ça atteigne ce seuil de financement, mais finalement c'est fait, et il reste 56 heures avant la fin de la campagne, ce qui veut dire que certainement on ira chercher les 550, voire peut-être 600 contributeurs. Ce qui est un petit peu décevant pour être honnête, hein, d'autant que vous l'aviez placé parmi les projets les plus intéressants de la semaine durant laquelle il a été présenté. Donc c'était un projet sur lequel j'avais passé pas mal de temps. Et c'est vrai que c'est un projet qui est intéressant, avec
cet aspect très amateur, nous faisons notre premier jeu, qui est aussi assez charmant au final, hein, mais le tout couplé avec une vraie volonté de bien faire en termes d'édition, parce qu'on a des belles petites pièces, des beaux meeples de dragons customisés, on a un petit insert en plastique, donc homemade on va dire, on a un petit peu d'asymétrie avec toutes les guildes qui sont plutôt joliment illustrées, mais il y a quand même ce petit aspect un petit peu amateur qui transparaît là-dedans, et qui est pas pour me déplaire en réalité. Donc moi, Alinthia, c'est un truc qui me tente pas mal. J'irai pas me jeter sur la campagne parce que malgré tout, les frais de port pour le Japon sont pas donnés. Et au-delà de ça, c'est vrai que quand on nous donne cette promesse coopérative ou compétitive au choix, bon, il y a toujours des questions qui se posent. Est-ce que les deux modes sont aussi bons l'un que l'autre, ou est-ce qu'ils sont aussi mauvais l'un que l'autre, ou est-ce qu'il y en a un qui est vachement au-dessus que l'autre, au-dessus de l'autre, pardon. C'est toujours des questions qu'on se pose. Et au-delà de ça, c'est pas un jeu qui m'a fait vibrer suffisamment pour que j'aille baquer. Hein. Donc j'avais une tulipe à 10 degrés, voilà, on va dire ça comme ça, mais pas au-dessus. Du coup, je n'irai pas baquer Alinthia. Peut-être que si c'était il y a 3-4 ans, il y a 4 ans, quand j'ai débuté Kickstarter, peut-être que je me serais rué dessus. Ce n'est plus le cas, hein. J'ai pris un petit peu de bouteille désormais, donc je n'irai pas baquer Alinthia, mais ce n'est pas l'envie qui m'en manque si j'avais un peu plus d'argent et de place et de temps surtout. Voilà donc pour ce qui est de Alinthia, donc le jeu a été débloqué donc, on aura aussi une petite finition un petit peu métallique, peinture métallique sur les meeples, sur les meeples de, comment dirais-je, d'avant-poste que vous pourrez construire dans le jeu. Ensuite, on aura des meeples customisés également, donc pour les différencier un peu plus en fonction des factions de votre choix. Ensuite, on aura aussi un petit UV spot sur les cartes, sur le dos des cartes, c'est plutôt cool. C'est ce petit effet de surbrillance et de léger relief sur les cartes qui est assez sympatoche, qu'on retrouve souvent sur les boîtes elles-mêmes, mais assez peu souvent sur les cartes, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on aura des petits œufs de dragon qui seront désormais en bois, non plus en carton. Le linen finish sur toutes les cartes, ça c'est plutôt cool. Ensuite, les petits meeples de dragon que j'ai vu tout à l'heure sont maintenant sparkly, donc ils ont des petites paillettes sur le dessus. Ça n'apporte rien, mais c'est sympa. Ensuite, two-tone dice, donc des dés légèrement marbrés visuellement. Bon, ça prend un petit peu mieux, mais ça n'a pas un grand intérêt. Encore un petit peu de deluxification avec ici les petits tokens que vous voyez ici en bois et non plus en carton. Pour le reste, on n'a pas encore atteint 26 000, ça devrait pouvoir se faire ceci dit, donc on aura certainement le UV spot, donc l'effet de surbrillance un petit peu en relief, sur le logo du jeu, peut-être le personnage, le dragon aussi j'imagine. Donc voilà, c'est à peu près tout, même si il nous dit ici more to come, donc on aura certainement d'autres petits stretch goals à venir débloquer. Bon, Alinthia, j'aimerais bien un jour le tester, mais le truc c'est que c'est certainement la seule façon qu'on aura de mettre la main dessus, soit, enfin peut-être éventuellement si on espère une vente... comment dirais-je, en occasion de quelqu'un qui l'aurait pris au préalable. Mais nous, au Japon, je suis pas très convaincu qu'on ait beaucoup d'accès. Bah si, écoutez, il y a 5 contributeurs au Japon. On n'est pas complètement dépourvu d'opportunités, peut-être, allez savoir. Plus qu'en France, hein. En France, vous êtes 4 uniquement. Donc c'est vraiment très léger, on est plus de backers au Japon qu'en France. C'est assez inattendu. Voilà pour Alinthia que je voudrais bien tester un jour quand même. Présenté le 19 février dernier, Zoo Tales Fruits Basket, le jeu qui reprend la fameuse licence de ce manga des années 90-2000, fin 90, début 2000 je crois, petit manga de romance, hein, de slice of life comme on dit aussi, qui pour l'instant a pas fait un résultat flamboyant, hein, disons-le honnêtement, 300 contributeurs, 58 heures avant la fin de la campagne, 50 000 € d'engrangés ceci dit, c'est pas rien, c'est toujours pour 2 à 4 joueurs, pour 10 ans et plus, et pour 25 minutes à 50 minutes la partie. Et au-delà de ça, le thème est complètement plaqué hein, pour tous les fans de Fruits Basket. N'allez pas vers ce jeu en vous disant « Oh là là, je vais revivre les aventures, l'épopée romantique de Fruits Basket ». Non, il n'en sera rien. C'est juste un jeu de combos, de poses de tuiles. Enfin, c'est pas des tuiles, c'est des cartes. Mais de combos avec des petits set collection au milieu, etc. Bon, ça n'a pas l'air plus mauvais qu'un autre jeu, hein, mais ça n'a pas l'air non plus de révolutionner, de réinventer la fil à couper le beurre. Voilà pour Fruits Basket. Il reste 58 heures au moment où je vous parle. 292 contributeurs et 50 000 € d'engrangés. Je vais même passer sur les stretch goals après tout parce que vraiment je m'intéresse assez peu au jeu. Un peu plus intéressant, c'est la campagne de Chomp, Sale, Couture et Mindspace, la nouvelle campagne de Allplay, anciennement connu sous le nom de BoardGameTables.com, qui maintenant fait des campagnes non plus de 3 jeux en une campagne, mais de 4 jeux en une campagne. Où s'arrêteront-ils? Est-ce que la prochaine campagne fera 16 jeux en une seule, hein? Sait-on jamais?
hein. Après tout, ils sont pas avares en surprise à ce niveau-là. Ceci dit, bon, comme je l'avais dit lors de la présentation de la campagne du 12 février dernier, ça, encore une fois, malheureusement, ne propose pas de version francophone, ce qui est toujours assez dommage, parce que c'est un éditeur qui fait de très beaux résultats, vous le voyez, hein, 5627 contributeurs sur cette campagne, donc très beaux résultats, mais toujours pas de version francophone malgré tout. Bon, en même temps, ce sont les petits jeux, généralement, qui sont dans les 40 minutes, 30-40 minutes maximum, qui sont assez faciles à comment dirais-je, à appréhender, à prendre en main, mais qui ont un certain degré de complexité suffisamment intéressant pour les garder dans votre collection assez longtemps et pouvoir les sortir aussi bien avec des joueurs expérimentés que plus néophytes, si je puis dire. Pour le reste, je vous encourage plutôt à aller checker la vidéo du 12 février dernier dans lequel je présentais un petit peu chacun de ces 4 jeux avec des mécanismes assez différents, des configurations assez différentes aussi, parce qu'il y a par exemple ici c'est Cell qui sera en termes de gameplay du jeu de pli mais en collaboration par exemple, alors que Chomp c'est du compétitif et de la pose de tuiles, alors que Mindspace c'est un jeu de polyomino avec du roll and write apparemment, bref. Tout ça est assez intéressant, c'est toujours comme d'habitude assez joliment réalisé, c'est plutôt du beau matériel qui plus est. Par contre ça peut coûter assez cher si vous prenez la totalité bien évidemment. Faudra compter je crois 90-95 euros, un truc comme ça. Et si je me souviens bien, pour ce qui est des campagnes de boardgametables.com, désormais connu sous le nom de All Play, il n'y a généralement pas de stretch goals, il y a juste un petit ristourne, un petit discount sur le prix du gros, en fait, c'est le prix du bundle, on va dire, qui peut rendre la campagne intéressante, mais pour le reste, bon, c'est un jeu qui trouvera son chemin en boutique de l'autre côté de l'Atlantique, pas chez vous malheureusement, certainement pas encore maintenant en tout cas, donc il n'y a pas un grand intérêt à aller le baquer pour les Américains, si ce n'est la petite ristourne, et pour vous, bah, c'est peut-être pour l'instant en tout cas le seul moyen d'aller mettre la main sur le jeu, enfin sur le ou les jeux, donc effectivement c'est intéressant malgré tout, mais c'est pas donné pour ce que c'est en termes de contenu, même si les jeux ont l'air fondamentalement assez sympas. Voilà donc pour Chomp, Cell, Couture et Mindspace. 5627 contributeurs, très beau résultat, ils ont fait parler la poudre, 63 heures avant la fin de la campagne et 380 000 euros. Très courte campagne pour Dig Your Way Out Dig In Extension, l'extension de Dig Your Way Out, bien évidemment disponible en français puisque c'est un éditeur français, hein, voilà. Donc c'est Borderline qui revient avec Dig Your Way Out, qui a fait sa renommée, on va dire, en 2018-19, j'ai oublié. Et pour l'instant, l'extension, bah, elle ne marche pas trop mal, mais c'est pas fantasmagorique non plus. Pour rappel, le jeu et son extension ont été présentés il y a donc 3 jours dans le menu crowdfunding du 26 février dernier. Ça se passe pas trop mal, mais c'est vrai qu'à 3 jours de la fin de la campagne, 704... Bon, ça laisse pas rêveur, et c'est vrai que c'est une campagne qui manque d'exclusivité. Il y en a quelques-uns, vous le voyez ici, par-ci, par-là, mais c'est pas très riche en termes d'exclusivité Kickstarter. Et au-delà de ça, c'est un jeu qui de toute façon trouvera également son chemin vers les boutiques, en version francophone de toute façon, et certainement pour un petit peu moins cher que ça, allez savoir, parce qu'il y a les frais de port aussi à prendre en compte. Donc je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais en l'état, c'est vrai que c'est pas un jeu qui a trouvé autant de succès qu'on aurait pu l'estimer avant la campagne, puisque pour rappel, la campagne du jeu de base avait fait 1977 quand même, c'était un beau résultat pour un tout petit éditeur à l'époque. Donc là, on est assez loin de ce seuil de financement-là, enfin de cette quantité de backers. C'est assez dommage, mais je ne doute pas de la qualité du jeu de base d'ailleurs, que j'aimerais bien tester un jour, parce que le thème est assez marrant, même si, encore une fois, vous le savez, hein, The Miko, nous on n'est pas très fan en termes d'illustration, même si pour le coup, dans un univers carcéral comme c'est le cas ici de Dig Your Way Out, ben ça se prête un petit peu mieux à ce genre d'univers à mon avis. Quoi qu'il en soit, y avait-il des stretch goals dans celui-ci? Je ne crois pas, hein. Ça fait partie d'ailleurs de certains griefs qu'avaient les backers ou les potentiels backers, c'est qu'il n'y avait pas tellement d'exclusivité et pas non plus tellement de stretch goals pour faire vivre la campagne, si mes souvenirs sont bons, c'est de ce que j'ai lu ces derniers jours. Voilà, c'était ici, donc apparemment il n'y aurait pas de stretch goals. Voilà, les stretch goals étaient ici, et vous voyez, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a 4 nouveaux personnages exclusifs à Kickstarter pour le coup, et potentiellement 2 autres, mais pour l'instant ils n'ont pas été débloqués non plus. D'ailleurs celui-ci me rappelle clairement le personnage, oui c'est Coffee, ouais, le nom est directement tiré du film du coup. Donc c'est la ligne verte, hein, c'est John Coffee, donc bel hommage à ce très beau film d'ailleurs.
Voilà pour Dig Your Way Out avec l'extension Dig In. 704 contributeurs 3 jours avant la fin de la campagne, 27 000 € d'engrangés approximativement à l'heure où je vous parle. Présenté le 12 février dernier dans le menu crowdfunding, Homeworld Fleet Command, licence directement adaptée d'un jeu vidéo, et c'est un petit peu la spécialité de Modifus Entertainment, à qui l'on devait plus récemment une adaptation de The Elder Scrolls, je crois que c'est pour Skyrim si mes souvenirs sont bons, qui était pas formidable, hein, soyons honnêtes, mais bon, c'est leur spécialité, ils font des licences de jeux vidéo en jeu de plateau. Est-ce que ça marchera mieux pour Homeworld Fleet Command? J'ai pas tellement suivi la campagne, puisque comme vous le savez, bon déjà, Modifus, pour moi, c'est pas un éditeur que j'ai tellement envie de suivre, et comme vous le savez, l'espace, les vaisseaux qui se tirent dessus, piou piou piou, c'est pas tellement mon truc non plus en termes de thématique, c'est pas un aspect vraiment du hobby de jeux de société qui m'attire tellement, alors qu'il y a beaucoup de jeux, c'est vraiment c'est une niche, c'est même pas une niche en fait, c'est vraiment tout un pan du monde ludique, vraiment les vaisseaux spatiaux qui se tirent dessus. Moi c'est pas mon truc, donc du coup j'ai pas tellement suivi la campagne, mais ça marche plutôt pas mal malgré tout, avec 2350 contributeurs 5 jours avant la fin de la campagne, et près de 500 000 € d'engrangés, donc on est quand même sur un beau résultat. Et 2300 contributeurs qui réussissent à amasser 460 000 €, c'est quand même plutôt un bon score. Ça vous dit aussi quelque chose du prix du pledge. Je vous renvoie bien évidemment vers le menu crowdfunding du 12 février dernier pour en apprendre un petit peu plus, pour voir un petit peu à quelle sauce vous alliez être mangé en termes de pledge, puisque oui c'est assez cher, il y a des miniatures, etc. Oui, si peu de backers qui font une telle somme, c'est qu'il y a quand même des pledges assez conséquents. Vous les voyez d'ailleurs un petit peu ici, hein, 125, 175, 175 livres, 250 livres, bon, c'est juste pour le rappel, mais oui, c'est effectivement assez cher. Alors, y avait-il des stretch goals dans le bousin? Oui, il y en avait. Apparemment, il y avait des stretch goals qui étaient différenciés selon les boîtes. On aura le Scout Box Content et le Expansion Content. Donc, le Scout Box, je pense que c'est la boîte de base. Et le rouge, c'est pour l'extension. Donc, on regarde le petit logo à gauche et ça vous dit dans quelle boîte ça ira, en gros. On a beaucoup de nouvelles miniatures, certaines avec un petit effet de transparence, par exemple ici, pour les Stealth Fighters, donc des vaisseaux censés être furtifs. Donc ça c'est plutôt thématique. Pour le reste, on a aussi de nouveaux héros, de nouvelles cartes de command. On aura aussi de nouvelles cartes de facility, donc des, comment dirais-je, d'emplacements où vous pourrez peut-être vous ravitailler, construire des bases, etc. J'ai vraiment pas très bien suivi la campagne. Ensuite, des petits jetons de métal. J'imagine que c'est pour, comment dirais-je, désigner le joueur actif en cours, je ne sais pas. J'ai pas tellement cherché, encore une fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup de la même chose en fait, hein. Beaucoup de nouvelles cartes de héros, de nouvelles cartes de facility comme ils appellent ça, de nouvelles miniatures, deluxifiées ou non, donc c'est un petit peu le même format qui se répète. Apparemment, on a aussi un RPG qui est en crossover, en PDF, donc le PDF du RPG de Homeworld qui va être joint à la boîte de base. Ok, ça c'est plutôt sympa, c'est un joli ajout de valeur aussi. Ensuite, de nouvelles miniatures, de nouvelles cartes à nouveau, de nouvelles miniatures, nouvelles cartes, nouvelles cartes, je me répète. Hein. Ensuite, Tyrannic Raiders Fleet Cards, donc on aura de nouvelles cartes de Raiders, donc de, comment on dirait ça en français déjà? Ben je sais pas ma foi en français comment on dit ça. On va dire un Raider, un spécialiste des OPA. Voilà, je sais pas. Aucune idée. Ensuite, les miniatures encore. Quest for the Spear Campaign. Donc une nouvelle campagne, ok, assez intéressant. Nouvelle miniature, nouvelle carte avec un scénario beaucoup plus large et épique. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout pour l'instant. On aura certainement d'autres petits stretch goals à venir dans les jours qui viennent. C'est un peu répétitif. Voilà pour Homeworld Fleet Command, 2350 contributeurs, 5 jours avant la fin de la campagne. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 26 février dernier, la City Collection de Stefan Feld qui continue, hein, qui suit son cours du côté de chez Queen Games, Vienne et Cusco cette fois-ci, qui, comment dirais-je, respectivement reprennent... Ah bah non, j'ai zappé. Bah, je l'avais dit dans le menu crowdfunding, il y en a un des deux qui reprend La Isla, et l'autre qui reprend Bora Bora, mais je ne sais plus lequel est lequel. Vienne doit être Bora Bora et Cusco, La Isla, je crois, mais je suis plus très sûr. Quoi qu'il en soit, 1033 contributeurs, 6 jours avant la fin de la campagne, 275 000 € d'engrangés, parce que oui, la City Collection de Stefan Feld, ça coûte cher, mais aussi parce que cette campagne, pour les numéros 5 et 6, vous permet aussi d'aller mettre la main sur les numéros 1, 2, 3, 4 également, donc c'est l'occasion de faire un gros bundle, si vous êtes des gros amateurs de Stefan Feld, c'est éventuellement l'occasion. Ceci dit, attention, hein, prenez ça avec des pincettes, puisque Queen Games ne jouit pas d'une réputation sans
nuage, dans le sens où ils ont souvent ils sont un petit peu laxistes en termes de communication, la livraison n'est pas forcément toujours géniale, il y a souvent des petits soucis d'emballage avec des jeux déjà un petit peu abîmés quand ils arrivent, etc. Donc bref, Queen Games, au demeurant, au-delà de faire 153 campagnes par an, ils sont pas toujours très très regardants quant à la qualité du suivi et de la communication, donc à voir. Mais ceci dit, c'est aussi l'occasion de mettre la main sur une édition Deluxe de Marrakech qui a eu un prix très récemment dans une gamme expert. Ça fait partie de la gamme des City Collection de Stefan Feld, donc c'est l'occasion éventuellement de le prendre aussi en add-on, en plus de Cusco et de Vienna, ou de l'un ou de l'autre d'ailleurs, puisque Marrakech, voilà, vous le trouvez ici, avec son édition Deluxe ici. Voilà, à vous de voir si ça peut vous intéresser, mais attention, Queen Games, c'est pas forcément un éditeur d'élite sur Kickstarter, sauf si on le juge exclusivement par la cadence très très soutenue avec laquelle il publie des campagnes sur Kickstarter. Donc voilà pour l'instant pour ce qui est de la Stefan Feld City Collection avec Vienne et Cusco, 1033 contributeurs, 275 000 € d'engrangés à 6 jours de la fin de la campagne. Alors celui-ci avait dû débarquer sur Kickstarter sur la pointe des coussinets, du coup je l'ai pas entendu, je l'ai pas vu venir, mais il est déjà presque terminé, il s'agit de Roll and Meow, The Cat Burglars, un petit roll and write pour 5 € en print and play, avec une thématique et une direction artistique vraiment charmante. C'est très très mignon, hein. C'est un jeu avec des chats, donc forcément c'est un peu mignon, même s'il est un petit peu badass. C'est pour 1 à 2 joueurs, pour 10 ans et plus, pour 30 à 60 minutes la partie, et en plus de ça, c'est disponible en version francophone. Bon, en même temps, les print and play sont souvent disponibles en plein de langues, comme ce n'est qu'un PDF, ce n'est pas très très compliqué. C'est un jeu qui nous vient de Pologne, c'est ça? Ouais, c'est ça, Pologne, et pour l'instant, ça se porte très bien. En même temps, les print and play, c'est toujours des succès un peu plus conséquents que les jeux en version physique parce que c'est pas cher, et ça se confirme ici avec 5 €. Mais vous le voyez, 1000 contributeurs quasiment, à 6 jours de la fin de la campagne, et près de 10 000 € d'engrangés pour Roll and Now, donc, comme je le disais, avec version francophone. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est un jeu de roll and write avec des personnages sous forme de chats qui vont chercher à pénétrer un manoir de mages, si je me souviens bien, et à voler tout un tas d'items qui s'y trouvent pour en ressortir avec les plus grands trésors pour espérer l'emporter. Voilà en gros. La direction artistique est plutôt charmante. Pour le reste, le matos, ça dépend en grande partie de vous, parce que c'est un print and play, mais rien ne vous empêche de le prendre et de le plastifier par la suite, d'utiliser des dés un petit peu classe, de faire des standees avec si vous voulez également, pour en faire un jeu qui est plutôt pas vilain du tout visuellement parlant. Ça c'est clair, c'est vrai que plutôt dans le haut du panier en termes de print and play quand même. Et en plus de ça, ça coûte pas cher. Donc voilà pour ce qui est de Roll and Now, donc, qui n'avait pas été présenté dans le menu crowdfunding jusqu'à présent. Ça coûte que 5 €, c'est joli, c'est un petit roll and write qui se joue facilement. J'ai envie de dire pourquoi pas. Si j'étais amateur de roll and write, ce qui est malheureusement pas le cas, je me serais certainement jeté dessus à 4 pattes. Mais pour l'instant, les roll and play, les print and play et moi, ça fait toujours un petit peu de. Présenté le 12 février d'année dans le menu crowdfunding, Blueprints of Mad King Ludwig, un flip and sketch par Bézier Games, donc qui reprend l'univers de Between the Castle of Mad King Ludwig, si mes souvenirs sont bons. C'était un nom à coucher dehors, et en plus ça avait été repris par Stegmaier Game par la suite. Stonemaier Game, pardon, excusez-moi, Stegmaier c'est le patron de Stonemaier. Quoi qu'il en soit, c'était le titre exact, Castles of Mad King Ludwig, c'est ça pour le coup. Et donc c'est une version en gros, on va dire, du coup flip and sketch, donc flip and write on va dire. Parce que flip and sketch ça veut dire flipper une carte, retourner une carte et dessiner. Mais en fait c'est en gros un flip and write quoi en gros. Hein. Donc vous allez retourner des cartes et vous allez dessiner des éléments du château du roi fou Ludwig pour faire des plans en fait de sa prochaine résidence un petit peu bizarroïde on va dire. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur ce flip and write, eh bien je vous renvoie vers le menu crowdfunding du 12 février d'année dans lequel j'avais présenté le jeu, mais sachez que ça reprend en gros le jeu de Mad King, Castles of Mad King Ludwig, mais cette fois-ci en version flip and write en gros. Pour ce qui est des stretch goals, il y en avait quelques-uns, notamment des cartes, beaucoup de nouvelles cartes avec des nouvelles pièces assez fun. Par exemple ici la Batcave de Batman, voilà, parce que oui c'est vraiment un jeu un petit peu déjanté. On aura aussi une pièce magnétique, on aura aussi une pièce de premier soin, on aura également débloqué une petite upgrade sur les crayons de couleur, avec, vous le voyez ici, des petites lettres qui s'apparentent, j'imagine, aux différents éléments que vous pourrez construire dans le château, parce qu'en fait, chacune des couleurs, chacune des pièces a une couleur qui lui est propre, qui lui fait appartenir à une telle ou telle catégorie, et donc ce sera pour
living, donc les pièces où l'on va passer du temps pour vivre, par exemple, outdoor, donc pour l'extérieur du château, downstairs pour le rez-de-chaussée, sleeping pour les pièces où il faut dormir, etc., etc. J'imagine que ça a un lien direct avec les couleurs qui sont représentées sur les cartes elles-mêmes. En tout cas, on peut l'imaginer. Pour le reste, beaucoup donc de cartes. On aura aussi un taille-crayon en format de château. C'est plutôt sympa thématiquement parlant. Et ensuite, une pack room, même pour Pac-Man. Donc ça, c'est quand même assez fun. Donc c'est assez déjanté, assez marrant. Je serais plus tenté par le jeu d'origine, donc Castles of Mad King Ludwig, que par Blueprints. Mais après tout, pourquoi pas, les petits flip and write ou run and write en 30-40 minutes, c'est quand même assez sympatoche sur le papier. Voilà donc pour Blueprints of Mad King Ludwig, pas de version francophone malheureusement, même si ça pourrait venir un jour, on sait pas. 2144 contributeurs pour l'instant, ça marche plutôt très bien. À 7 jours de la fin de la campagne, 143 000 € d'engrangés. On entre désormais dans la partie de ce suivi qui concerne les jeux pour lesquels il reste plus de 8 jours de campagne, ce qui veut dire qu'on les retrouvera une toute dernière fois la semaine prochaine dans le suivi du mini crowdfunding, et donc que cette semaine, on les mentionne histoire de dire attention, ça existe, c'est bientôt fini, mais on ne passe pas de temps sur les schedules, ce sera pour la semaine prochaine. Le premier, c'est Dim Sum Duel of the Dumpling, un petit jeu pour 2 joueurs de compétition de bouffe chinoise, assez vilain visuellement, c'est pas très joli, soyons honnêtes. C'est le premier projet de Brain Snack Games qui nous vient d'Israël, parce que oui, c'est un mélange des genres, hein, c'est asiatique, mais ça vient d'Israël. Il reste pour l'instant 8 jours avant la fin de la campagne, 5 000 € d'engrangés, donc c'est donc financé. 235 contributeurs qui se sont rués sur le projet. Bon, c'est vrai que dans un style thématique, uniquement thématique, similaire, Steam Up avait l'air bien plus intéressant, comme l'avait dit Anto en commentaire la semaine dernière. Le 12 février dernier, dans le menu crowdfunding, je vous ai présenté Château, un petit print and play de jeu de polyomino dans lequel vous aviez les plans d'un château, un petit peu comme dans Blueprints tout à l'heure, et vous deviez les compléter avec différents polyomino, avec différents petits bonus sur certaines cases également. Ça n'avait pas l'air plus vilain qu'autre chose, c'était un petit truc relativement classique de roll and write pour 1 à 99 joueurs, 7 ans et plus, 15 minutes, pardon, pas 15 ans par partie, ce serait beaucoup. Remarquez, pour construire un château, ça peut prendre 15 ans. Hein. Quoi qu'il en soit, j'arrête de m'égarer, 15 minutes la partie, et j'étais quand même un petit peu scandalisé parce que, oui, il y a l'Alhambra, oui, il y a Buckingham Palace, d'accord, mais, il n'y a pas Chambord. Et pas Chambord, pour moi, c'est directement direction la guillotine. Hein, je ne peux pas accepter ça. Hein, je vivais, quand j'étais encore en France, à 10 km du château de Chambord, je ne peux pas accepter, même si on nous met Versailles, je ne peux pas accepter l'absence du château de Chambord. À la limite, vous me mettez, je sais pas, un petit cheverny, un petit chenonceau, un blois, même Amboise, que sais-je. Mais mettez-moi au moins un petit château de la Loire pour me rappeler un peu mes racines, parce que oui, je viens du Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Voilà, c'est tout pour ce qui est de Château par Rolling Rhino Games, avec une version francophone qui plus est, 350 contributeurs, on en reparle la semaine prochaine. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 26 février dernier, Ascension Tactics Inferno, le nouvel épisode de Ascension Tactics, rencontre plutôt un beau succès, avec actuellement près de 2000 contributeurs, 260 000 € d'engrangés à 9 jours de la fin de la campagne pour ce petit RPG deck building avec des miniatures, donc c'est un mélange de genres assez intéressant, qu'on n'a pas vu si souvent que ça en réalité. Vous me direz ce que vous en pensez, de toute façon on en reparle la semaine prochaine. Encore une campagne présentée il y a 3 jours à peine, le 26 février dernier dans le menu crowdfunding. C'était un petit peu une copie par 25th Century Games des campagnes de BoardGameTables.com, désormais connu sous le nom de Allplay, hein, j'arrête pas de le dire aujourd'hui, précisément, avec 3 jeux en une seule campagne, Agueda, la fameuse cité portugaise au parapluie coloré, Color Fields et Donut Shop, 3 jeux de placement de tuiles, donc qui partagent le même mécanisme central, mais avec des variations bien sûr entre les jeux. 455 contributeurs, 29 000 € d'engrangés pour l'instant, 9 jours avant la fin de la campagne. C'est pas un énorme succès, hein. 25th Century Games nous a habitués à des résultats pas extraordinaires, mais quand même plus conséquents que ça. On l'avait vu par exemple avec Blason qui avait fait 1500, enfin presque 1600 d'ailleurs. On l'avait vu également avec Jurassic Park qui avait fait 1300 quasiment, 1500 aussi pour Kingswood, etc. Il y avait aussi des bids, hein, soyons honnêtes, par exemple ici Winner Chicken Dinner, pas facile à prononcer, 420 contributeurs par exemple. Bref, il y a aussi des petits bids par-ci par-là, mais c'est quand même un éditeur qui oscille entre le passable, l'oubliable et parfois la belle surprise. Et ben on est plutôt dans la catégorie des trucs un peu oubliables pour le coup, et c'est vrai que comme je le disais il y a 3 jours dans le menu crowdfunding, sortir 3 jeux en une campagne,
pourquoi pas, avec des thématiques assez différentes, ça oui, mais du coup qui partagent toutes le même mécanisme central, bah, ça c'est un petit peu dommage parce qu'on n'a pas forcément très envie d'aller chercher les trois en même temps. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Agueda, Colorfield, Donut Shop, pour l'instant 460 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne, on en reparle la semaine prochaine. Présenté le 12 février dernier sur le menu crowdfunding, Vault, un petit jeu qui mélange RPG et jeu de plateau, ça a atteint pour l'instant 277 contributeurs avec 22 000 euros enragés, c'est donc financé 9 jours avant la fin de la campagne pour ce jeu à l'ambiance cyberpunk très prononcée. On en reparle un petit peu la semaine prochaine, mais quoi qu'il en soit, c'est désormais financé avec 110%. Et on termine cette semaine avec un autre jeu que je n'avais pas présenté dans le menu crowdfunding. Il m'était un petit peu passé sous le radar lorsqu'il était apparu sur Kickstarter. Il s'agit de Pick the Pug, un jeu dont le pug, le chien pug, vraiment est le centre de cet univers, même si apparemment il y a aussi une sorte de licorne et puis une sorte de hibou un peu bizarre. 650 contributeurs, 30 000 euros d'enragés, c'est plutôt un beau résultat pour ce jeu, 9 jours avant la fin de sa campagne, qui plus est pour un premier projet, puisque c'est un primo-éditeur, Compa et Alex. Je sais pas le nom de l'éditeur, est-ce que c'est vraiment ça leur nom? Peut-être bien, apparemment, Compa et Alex. Nouvel éditeur à suivre éventuellement, avec Pick the Pug, un jeu d'ambiance pour 7 ans et plus, pour des parties de 30 minutes si je me souviens bien, je sais plus où c'était écrit, ouais, c'est là, 30 minutes, 3 à 8 joueurs, 7 et plus, pour un jeu assez facile à prendre en main, un jeu d'ambiance avec un petit peu de tech date par-ci par-là, que plutôt joliment illustré, même si c'est typiquement pas le genre de direction artistique qui est susceptible de m'attirer tellement moi, mais c'est plutôt bien réalisé pour ce que ça propose. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà suivi ou pas. Il n'y a pas de version francophone malheureusement, mais est-ce qu'il y a des Français? Même pas. Il y a quand même beaucoup d'Italiens. 75 Italiens, ok, pourquoi? Il y a quelques Canadiens, Singapour, même Danemark, il y a quand même plus de Danois que de Français. Vraiment, les Français, on n'est pas bon en anglais, je crois, hein, parce que sinon, ou alors il y a vraiment d'autres raisons, je ne sais pas. Mais parfois, on est moins nombreux à backer un jeu exclusivement en anglais que des pays qui sont pas plus anglophones que nous sur le papier. Voilà pour Pick the Pug, on en reparle aussi la semaine prochaine, et c'était le dernier projet de la semaine pour ce suivi du menu crowdfunding. Je vais donc vous laisser sans plus tarder. D'ici là, d'ici la publication de cette vidéo, vous aurez aussi la fameuse vidéo de Xavier que j'avais mentionnée dans le menu crowdfunding mais qui n'avait pas finalement fait son apparition dans les temps, puisque petit délai de montage, on va dire, de vignettes également à réaliser. Mais désormais, ce sera le cas lorsque vous verrez cette vidéo. Vous aurez aussi celle de Xavier qui fera certainement l'objet d'une suite de ma part, puisque c'est une sorte de vidéo d'opinion. C'est la 3e seulement en 2 ans d'existence de la chaîne de la série Sur le pouce, dans lequel on exprime nos opinions sur certains sujets de l'actualité ou non dans le monde ludique. Cette fois, ce sera une 3e donc, vidéo d'opinion. D'abord Xavier, et puis sur la même thématique, je pense que je ferai une sorte de vidéo réponse, on va dire, dans la semaine suivante, certainement. Sur ce, du coup, je n'ai plus grand chose à vous ajouter. Je vous laisse donc là. Passez une bonne fin de semaine. Jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine.